défense des animaux, plus spécifiquement des animaux d'élevage ou dits de ferme, et en particulier des cochons, parce qu'en fait on est spécialiste, on est plus spécialisé dans les cochons, mais on est ouvert à tous les animaux d'élevage. On est un des premiers refuges, je pense, antispécistes en France. Il y en a très peu. C'est en train de prendre. Enfin, il y a pas mal de gens qui nous appellent pour monter des refuges, pour savoir comment on a fait, etc. Donc, je pense que dans les années à venir, on va être plus nombreux et ça, c'est chouette. Voilà. Le refuge, il est situé en Sarthe, à 2 heures de Paris, et il s'étend sur 12 hectares et bientôt 17 hectares. On a racheté la fermette d'à côté, on aura bientôt 5 hectares supplémentaires pour pouvoir accueillir plus d'animaux. On accueille actuellement 102 animaux qui sont rescapés des abattoirs, des élevages, de la maltraitance ou de l'abandon également. Et on a alors au refuge des cochons, des chevaux, des ânes, des vaches, des chèvres, dindons, dindes, poules, poulets, enfin voilà, vraiment un large panel des animaux qu'on peut trouver dans les élevages. Et bientôt on aura peut-être des lapins, je ne sais pas si... quand on aura fait un enclos. La création du refuge, on a créé le refuge en 2005 et on a directement aidé au sauvetage et au placement de plus de 2000 animaux depuis qu'on a commencé le refuge. Et on espère en avoir sauvé, en toute modestie, quelques milliers d'autres, de par l'action qu'on a et notre engagement pour essayer de lutter contre la vision spéciste de la société et le fait qu'on encourage chacun quand il vient en refuge ou quand il nous suit sur les réseaux sociaux, à adopter un mode de vie respectueux des animaux en refusant la consommation de produits d'origine animale. Voilà, et notre but à terme, évidemment, c'est d'œuvrer pour l'avènement d'une société bienveillante à l'égard de tous les êtres sensibles. On en est loin pour l'instant, mais on y va. Voilà. Bon, je vais vous passer sur l'origine, l'historique, je vais vraiment le faire court. Donc ça fait 13 années qu'on existe, mais on faisait déjà ce qu'on fait maintenant sans être en mode associatif. Et l'association a été créée au départ par une vétérinaire qui a fait sa thèse de fin d'année, enfin de fin d'études sur les cochons nains. Et elle est devenue végane au fur et à mesure du temps, en fait, en fonction de l'évolution de l'association. Voilà, et par une passionnée de cochons, voilà, c'est moi. Voilà. Et donc moi j'avais une bonne connaissance de terrain des gros animaux parce que je viens du monde du cheval. J'ai bien sûr arrêté de monter à cheval depuis pour des raisons éthiques, devenue végétarienne et puis j'ai monté le refuge. Tout ça c'est une progression personnelle qui était parallèle à l'évolution du refuge. Les missions d'association, en fait, elles sont doubles. Alors évidemment, la première mission, la plus importante pour nous, c'est de sauver et d'accueillir des animaux au sein de notre refuge. Voilà, des animaux qui sont habituellement exploités, maltraités par les filières de l'élevage et de l'abattage. Donc, et à l'opposé de ce qui se passe dans ces élevages, les animaux au refuge vivent en liberté dans des prés qu'ils partagent avec leurs congénères, donc ils ne sont pas isolés. Ils ont accès à tout moment à des box ou des abris taillés, propres, dont la température est régulée, donc on peut avoir des chauffages l'hiver et on peut avoir des ventilateurs l'été, enfin voilà, on essaie de réguler la température pour eux. Les animaux sont surtout soignés par une équipe qui est formée pour s'occuper d'eux avec compétence, donc ça c'est un peu la base pour tous, mais surtout avec respect et bienveillance, et c'est là où vraiment on fait la différence. Voilà, donc l'autre aspect de la mission de l'association, c'est de développer l'empathie de chacun et l'élargissement du cercle de compassion envers tous les êtres sensibles. Donc on essaie de partager à travers les gens qui viennent nous visiter ou qui nous suivent sur les réseaux sociaux la vision que nous on a des animaux, donc qui est à l'opposé du spécisme évidemment. On s'occupe des animaux avec respect, on les considère comme des individus à part entière, donc tous les animaux qui sont au refuge ont un nom. On essaye vraiment de les individualiser pour casser les a priori des gens qui les voient comme un être unique et pas comme un représentant de l'espèce en question. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc les animaux mènent une vie paisible au refuge jusqu'à la fin de leur jour, sans qu'on attende d'eux rien d'autre qu'ils vivent leur propre vie. Donc il n'y a vraiment aucune notion de
de contrepartie ou quoi que ce soit. Voilà, et on essaye, en partageant cette approche avec le plus grand nombre, on essaye d'encourager tout le monde à décaler son regard et à élargir son cercle de compassion à l'ensemble des animaux et à réduire la souffrance au maximum pour tous. Alors, voilà. Donc, la première de nos stratégies, c'est vraiment de faire ressentir et de sensibiliser les gens. Donc, c'est notre spécificité. En fait, on permet aux gens de rencontrer, souvent pour la première fois, des animaux dits de ferme, et on leur permet de partager, au refuge ou sur les réseaux sociaux, des moments de vie, de complicité ou de tendresse, pour qu'ils découvrent par eux-mêmes la similarité de ces interactions avec celles qu'ils ont l'habitude de normalement nouer avec des animaux dits de compagnie. Donc, par exemple, quand vous appelez Eston et que Eston vient et que vous lui gratouillez le bidon et qu'il se couche parce qu'il adore ça, en fait, tout de suite, les gens se disent « mais c'est comme mon chien, quand je lui gratte le ventre, il se met les quatre fers en l'air », enfin voilà. Et du coup, ça, sur des gens qui ne sont pas du tout amenés à se poser des questions sur les animaux, ça fait un espèce de déclic, quoi. Ça les ouvre à autre chose. Voilà, donc on peut aussi s'appuyer sur le partage des histoires singulières des animaux recueillis, et ça marche plutôt bien. Donc, par exemple, au lieu de dire que des millions de dindes sont tuées pour les fêtes d'année, pour les fêtes de fin d'année, on va plutôt dire que on va plutôt expliquer l'histoire, par exemple, du dindon Capitaine Flamme qui a sauté d'un camion la veille de Noël et qui a sauvé sa propre vie. Et donc, en fait, de lier les informations générales à une histoire en particulier, on s'appuie sur l'émotion pour donner de la force à l'information. Voilà. On utilise le refuge en entier comme un outil pédagogique pour informer et éduquer. Donc, pour ce faire, on a des panneaux d'information qui ont été faits en collaboration avec L214. Donc, vous avez, par exemple, sur le box des chèvres, vous allez avoir l'histoire de Colette. Et sur ce même panneau, vous avez comment sont traitées les vaches laitières, les vaches qui sont utilisées pour le lait, n'importe quoi. Les chèvres qui sont utilisées pour le lait, voilà, et donc c'est toujours lié à la fameuse histoire de l'animal en question. On utilise aussi des visites qu'on appelle des Happy Days, donc 2 fois par mois maintenant, et on va essayer d'ouvrir plusieurs jours par mois. Enfin, on va essayer de monter. On aimerait arriver à ce que tous les week-ends on puisse accueillir du public. Pour l'instant, c'est pas possible. On le fait 2 fois par mois. Donc en fait, c'est des après-midi de visites, des visites guidées qui se passent au refuge. Et la visite guidée est faite par l'équipe de soigneurs qui expliquent les animaux, le fonctionnement, etc. Voilà, et on a des grosses portes ouvertes annuelles, sauf cette année, parce qu'on n'a pas eu le temps de les organiser. Mais normalement, on a des portes ouvertes annuelles où là, on a un gros week-end avec des conférences, on invite d'autres associations, etc. Voilà. On utilise aussi une communication positive. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir un peu nos Instagram, Facebook, etc. Alors c'est un vrai choix parce que c'est bizarre de parler de souffrance et d'injustice avec une communication un peu rigolote et plutôt positive. Mais en fait, ça permet de toucher un maximum de personnes. Et en fait, notre but, c'est vraiment de toucher des gens qui ne sont pas du tout dans la cause animale ou qui n'ont jamais parlé d'antispécisme. Enfin, quand jamais, voilà. Donc, on se dit qu'en voyant des photos sympas sur Instagram, par curiosité, ils vont un peu fouiller et puis avoir accès aux informations qu'on peut leur proposer. Donc voilà, et puis aussi on se dit que les vrais militants, certainement comme vous puisque vous êtes là ce soir, les militants qui sont souvent passent leur week-end et toutes leurs vacances à essayer de faire avancer la cause animale, des fois ça peut être un peu plombant, je pense que vous savez de quoi je parle, et c'est bien de donner une respiration aussi justement pour les militants, d'avoir un endroit un peu où on peut se ressourcer, où on peut voir des animaux heureux pour une fois, donc voilà, on joue sur les 2 tableaux quoi. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses? Je crois pas. Alors là, je vais faire un petit peu de publicité. La photo a été prise par Ludovic Sfer. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un photographe animalier qui a une éthique qui est végane, militant, antispéciste, tout ça. Et il fait des super photos. Et je vous invite à aller sur son compte, sur son site internet en fait. Voilà, on va dire ça. Hop. Alors attendez. Hop, voilà. Donc, alors, les cochons, et en fait, il y a plusieurs raisons pour les cochons. En fait, on a voulu
mettre en avant les cochons parce que c'est dans l'esprit des gens, dans la hiérarchie des animaux d'élevage dans leur tête, le cochon en général arrive en bas de l'échelle. Donc en fait, l'idée d'arriver à leur présenter, à casser les idées reçues, et à leur présenter le cochon d'une façon différente et qu'ils le voient comme un animal aussi sympa que leur toutou ou qu'un cheval, s'ils arrivent à s'attacher à un cochon, ils vont remonter la chaîne dans l'autre sens. En fait, on fait de l'antispécisme à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, voilà. Donc ça, c'était important et ça marche plutôt bien avec le cochon parce qu'ils s'attendent à à voir des animaux très sales alors que refuge c'est nickel. Ils voient des animaux propres dans un endroit joli. Donc l'endroit est joli aussi par stratégie. Hein. C'est pas juste bon, je suis un peu psychorigide, d'accord, mais c'est aussi fait exprès pour casser tout de suite pour surprendre les gens quand ils arrivent. Voilà. Et puis non seulement le cochon est un des animaux les moins bien considérés, mais en plus de ça, c'est un des moins bien traités. Pareil dans l'industrie qu'on connaît, pour rappel, 95% des cochons sont élevés en élevage intensif, ça veut dire qu'ils sont sur béton, sur caillebotis béton, qui ne voient jamais le jour. Ils sont tués à l'âge de 6 mois, donc bébé, parce qu'un cochon, ça finit de grandir à l'âge de 3-4 ans, donc vraiment 6 mois, c'est vraiment un bébé. Voilà, et il faut savoir qu'il y a 25 millions de cochons qui sont tués tous les ans pour la consommation humaine. Voilà. Alors, hop, fonctionnement du refuge. Alors, c'est là où je vais un peu moins lire mon speech, donc ça va être un peu plus sympa normalement. Donc, alors le fonctionnement du refuge, il a évolué au fur et à mesure du temps. Donc, on est une équipe d'une petite dizaine de bénévoles à diriger, entre guillemets, à prendre les décisions voilà, ce que devient le refuge, comment on veut l'orienter, etc. Et on est répartis sur toute la France, donc on fait ça par Internet, on se réunit de temps en temps et on trace les grandes lignes. Ensuite, au refuge, on a 2 soigneurs et demi. Donc on a 2 soigneurs plein temps, qui s'appellent Anaïs et Lucie, et on a Françoise, qui est une soigneuse à mi-temps, qui pour l'instant, Anaïs et Lucie, et les 2 soigneuses plein temps sont en CDI et Françoise est en CDD. Parce qu'on a toujours des problèmes de budget, évidemment. Je vous en reparlerai après. Donc pour l'instant, on n'a que 3 soigneuses et demie et moi qui suis sur le refuge à plein temps, mais qui ne suis pas salariée à plein temps du tout. Donc voilà, donc on a été obligé de salarier des gens. Ça peut peut-être étonner de temps en temps. Souvent les associations marchent avec des bénévoles, sauf que quand on a une centaine d'animaux de ferme au refuge, on peut plus, en tous les cas nous, on n'arrive plus à fonctionner qu'avec des bénévoles. Il nous faut des gens qui puissent être là tous les jours, quoi qu'il se passe dans leur vie. Enfin voilà, on nourrit 3 fois par jour les animaux. Je vais vous expliquer après le fonctionnement. Enfin ça mange beaucoup de temps s'occuper des animaux correctement et du coup c'est un minimum et on aurait même besoin d'un salarié supplémentaire. Ouais vraiment quoi. Enfin voilà, on en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Alors la journée type d'un soigneur, ça je sais pas. Il y a peut-être des gens qui, oui, je reconnais des têtes, des gens qui sont déjà venus au refuge. Alors quand les filles arrivent le matin, on nourrit le matin, on nourrit le soir. Donc elles arrivent, elles préparent toute la nourriture des animaux. Donc on a plusieurs espèces, donc c'est assez compliqué. Et au refuge, on a 12 hectares, mais c'est pas 12 hectares attenants. Il y a 2 hectares à un endroit, 2 hectares 500 mètres plus loin. Voilà, donc en fait on est obligé de tout préparer et d'emmener les seaux, la nourriture dans chaque pré. Donc on nourrit les animaux non pas à même le sol mais dans des gamelles, donc du coup ça génère de la vaisselle, donc c'est un peu une anecdote, mais voilà, faire la vaisselle au refuge, il y en a pour une demi-heure, 3/4 d'heure quoi. Enfin voilà, les animaux sont paillés, ce qui veut dire que quand ils ressortent de leur niche ou de leur box, ils ramènent de la paille à l'extérieur, donc il faut repailler, il faut ratisser. On nettoie les excréments tous les jours dans toutes les pâtures, donc du coup ça prend vraiment beaucoup de temps aussi. Les bénévoles qui sont dans la salle en savent quelque chose, en général c'est eux qui s'occupent des cacas. C'est chouette.
Voilà. Il faut remettre de l'eau. Donc là cette année, on a pu comment dire, automatiser l'eau. Donc on a des abreuvoirs automatiques. Quand les animaux mettent le nez dans l'abreuvoir se remplit automatiquement. On a juste à nettoyer. Mais le juste à nettoyer, ça prend du temps. Donc et on n'a pas encore pu automatiser partout. Donc il y a encore des endroits à faire. Ensuite, on a les soins aux animaux à proprement parler. Parce que vous en avez toujours sur 102 animaux, vous en avez toujours une petite dizaine qui sont blessés la veille. Il y a une petite plaie, il y a le vétérinaire à faire venir parce qu'il y a une boiterie, enfin voilà. Il faut prévoir les stocks, il faut comment dire, ramener le foin aux chevaux, aux vaches, dans les autres pâtures. Et puis il faut faire le tour de toutes les pâtures et de toutes les clôtures tous les jours pour s'assurer que l'électricité passe bien, parce qu'on a des clôtures physiques et électrifiées pour pas que les animaux, en fait ça fait double clôture pour éviter tout échappement possible. Voilà. Il faut prendre soin du matériel, du tracteur, du quad, enfin voilà. Et en fait, on a des journées à rallonge. Et là, on ne vous parle que du refuge, on ne vous parle pas du côté administratif de l'association. Voilà. Alors, comment dire, pour information, Anaïs et Marion, elles ont des parcours assez... En fait, il y a un peu d'espoir, c'est qu'Anaïs et Marion, elles viennent du monde de l'élevage, quoi. Donc, repenties. Anaïs, elle a fait un BTSA, donc c'est un BTS agricole, et parce qu'elle voulait devenir éleveur, parce qu'elle aimait les animaux. Donc, enfin, voilà, comme beaucoup d'éleveurs deviennent éleveurs parce qu'ils aiment les animaux. Et en fait, confrontée pendant ses études, et puis ensuite, elle a travaillé 6 mois en porcherie industrielle. Elle rentrait chez elle et elle pleurait tous les soirs parce qu'elle castrait les cochons à vif, parce que elle coupait les dents, elle coupait les queues, enfin voilà. Donc elle a tenu 6 mois et elle est devenue végétarienne. Puis maintenant, elle est quasi végane et elle est au refuge depuis 3 ans maintenant. Donc voilà, il y a, on en reparlera à la fin, mais il y a pas mal de gens qui bifurquent en fait. Personne n'en parle, les médias n'en parlent pas, mais il y a pas mal de gens qui sont dans les animaux et qui arrivent à ouvrir les yeux d'un coup tout seul, enfin voilà, pour différentes raisons. Alors, on a aussi au refuge un côté dont j'ai pas parlé. On fait du sauvetage et des placements d'animaux également. Donc c'est pas des animaux. Les animaux qui sont au refuge, ils vivent toute leur vie et ne sont pas replacés derrière. Donc ils sont parrainés par un système de parrainage, voilà. Mais on a aussi des gens qui nous appellent en nous disant j'ai 2 biquettes et je déménage en appartement. Est-ce que vous pourriez les prendre? En fait, on peut pas prendre tout le monde, donc on essaie de leur trouver des familles. Donc on a toute une partie de bénévoles qui s'occupent de cette partie-là, qui est très compliquée, parce que placer des animaux de ferme dans des familles, c'est pas simple. Pour que ce soit des placements pérennes, c'est compliqué. Donc voilà. Je vous ferai grâce des détails de l'administratif d'un refuge, enfin d'une association, mais c'est juste un enfer. Donc voilà. S'il y a des gens qui sont comptables dans la salle ou secrétaires ou voilà, qui ont la fibre administrative, surtout qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Hein, voilà. Oh, flûte, vous n'avez pas vu vous de là-bas, tiens. Bonjour. Voilà, voilà. Alors, on va parler sous rapidement. Il faut savoir que les terrains et toutes les infrastructures du refuge n'ont pas été achetés par l'association, mais par des personnes qui ont monté le refuge. Donc, les sous dont je vais parler maintenant sont hors achat de terrain et de fermettes, enfin d'infrastructures. Donc, on tourne en ce moment avec un budget de 200 000 €. Qui paye les salaires des 2 soigneuses et demie. Merci Monsieur Macron d'avoir arrêté les contrats aidés, hein, on peut tous le remercier, parce que du coup, le salaire de Françoise était subventionné à 80%, maintenant on le paye plein pot, quoi, par exemple. Voilà. Sur les 200 000 € par année, on a à peu près entre 15 et 20 000 € de frais vétérinaires, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. On a des centaines d'euros qui partent bizarrement dans le remboursement du tracteur. Un tracteur, c'est un petit tracteur et il nous a coûté 20 000 €, donc on l'a pris à crédit, on rembourse le tracteur à crédit. Voilà, il y a des frais fixes auxquels on pense jamais. L'essence pour les tracteurs, pour les voitures du refuge, qui sont pas des voitures payées par le refuge, pareil, hein, des véhicules qui nous ont été donnés ou qui nous sont prêtés à l'année. Voilà, mais quand on additionne tous les sous, ça fait 200 000 € par an à peu près.
Voilà, voilà. Cette année, je vous avoue que c'est la première année où on tire un peu la langue au niveau budget. Jusqu'ici, on gérait pas mal notre budget et là, on a fait un truc qu'on faisait pas d'habitude, c'est que en général, on ne prenait pas d'animaux si on n'avait pas le budget pour. Et puis il y a eu des sauvetages à faire et du coup, on a dit OK. Mais là, on se retrouve avec beaucoup d'animaux et avec des bras, avec pas assez de bras pour nous aider. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver du budget supplémentaire pour pouvoir embaucher quelqu'un en plus. Donc si vous avez un oncle richissime, une tati qui a une entreprise qui veut défiscaliser ou une grand-mère qui sait pas quoi faire de ses legs, parce qu'on va pouvoir toucher des legs maintenant, n'hésitez pas à en parler. Voilà, l'argent sera bien utilisé et concrètement, et voilà. Donc voilà, voilà. Alors, je vais passer au truc suivant. Alors, c'est le parrainage. Est-ce que vous arrivez à lire ou pas le... Ouais, à peu près. Voilà. Donc en fait, voilà le nerf de la guerre au refuge. En fait, si on arrive à générer 200 000 euros de budget et à pouvoir sauver autant d'animaux, c'est parce qu'on a des super parrains. Et donc un parrain, c'est pas quelqu'un qui est très riche, mais c'est quelqu'un qui va donner 10 ou 20 euros par mois pour un animal en particulier. Et nous, ça nous aide à payer du coup où c'est, enfin, sa paille, son foin, ses frais vétérinaires. Donc je vous laisse, je vais pas reprendre. Je sais pas, vous arrivez pas à lire ce qui est marqué en bas à gauche, hein. Je pense pas. Alors attendez, comment je vais le voir moi ici? Bougez pas. Toc. Je vais pas pouvoir le. Voilà, c'est pour vous donner une idée. On a par exemple un cochon de ferme. Donc un cochon de ferme, ça fait 400 kilos. Je sais pas si vous en avez déjà vu en vrai, mais c'est plus grand qu'un Shetland, qu'un poney Shetland. Donc un cochon de ferme va coûter une bonne centaine d'euros en granulés spécifiques pour cochon. Si on lui donne 3 kilos de fruits et légumes par jour, et je vous jure que quand vous voyez la taille du cochon, 3 kilos de fruits et légumes par jour, c'est pas énorme, ça coûte tout de suite 90 euros par mois en fait en budget fruits et légumes. Donc là, on a la chance d'avoir un supermarché qui nous donne les fruits et les légumes en défiscalisant la casse de fruits et légumes. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, on a des frais vétérinaires qui doivent se... Alors attendez, les frais vétérinaires, ça doit être 8 euros par mois sur l'année, quand il n'y a évidemment pas de maladie particulière. Voilà. Et ce qui coûte assez cher, en fait, c'est le temps salarié, puisque en temps salarié, on est entre 6 et 8 euros par jour pour un cochon, quoi. On a essayé de diviser le temps salarié et voilà ce que ça donne. Donc en fait, en tout, il faut savoir qu'un cochon de ferme nous coûte entre 200 et 250 euros par mois sans le salaire. Voilà. Ça coûte plus cher qu'un cheval en pension pour ceux qui ont déjà eu des chevaux à la retraite ou des chevaux en pension dans leur vie précédente. Je vais quand même vous lire un... Alors, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais d'un petit peu d'espoir et d'éleveurs repentis. On a plusieurs histoires de cochons qui sont arrivés au refuge grâce à leurs éleveurs qui ont soit bifurqué, soit arrêté l'élevage, soit devenu vegan. Donc on a par exemple Eston au refuge qui vient d'un élevage bio qui a été monté par un Anglais parce qu'il voulait pas acheter sa viande au supermarché au départ. Et puis donc il était élevé dans des conditions, on va dire, absolument exceptionnelles pour un élevage puisqu'il faisait partie des 5% qui étaient élevés à l'extérieur. Sauf que il y a quand même l'abattoir à la fin et que même s'il est super bien élevé tout le reste de sa vie, ça ne justifie absolument pas le fait qu'on le tue pour le consommer derrière. Et donc du coup son Andrew qui avait monté cet élevage et ben en fait avait de plus en plus de mal à envoyer ses cochons à l'abattoir. Il a décidé d'arrêter, il est devenu vegan du jour au lendemain. Donc il a arrêté l'élevage, devenu vegan et nous a confié Eston. Donc voilà. Donc et je vais vous lire un portrait qui a été écrit par Jean-Baptiste Delamo, qui a écrit Le règne animal. Oui, c'est voilà, je vous invite à le découvrir qui est Jean-Baptiste Delamo après cette conférence. Voilà, il a écrit un portrait justement d'une de ces personnes qui travaillent en élevage et a décidé d'arrêter ou de bifurquer. Et puis vous verrez à la fin de cette présentation une vidéo et la vidéo c'est la vidéo du cochon dont je vais parler maintenant. Voilà.
Anna, 27 ans, ouvrière agricole dans une exploitation porcine du Maine-et-Loire. Son rêve était de devenir vétérinaire. Après avoir fait un BTSA, production animale, et un diplôme de management et de distribution, elle exerce dans une exploitation porcine de 290 truies. Les cochons y sont élevés hors sol sur caillebotis. Anna est seule pour gérer la maternité et le post-sevrage. Ses patrons, eux, travaillent à l'engraissement et à la production de céréales. Anna est passionnée de chevaux et met ses connaissances en éthologie au service de son métier. Dans le milieu, son profil détonne. Je ne provoque pas la mise bas de mes truies, je ne lime pas les dents des porcelets, je ne pratique pas d'injection juste en cas de nécessité absolue, et je préfère travailler en prévention avec de l'homéopathie et de l'aromathérapie. Bien que les truies connaissent toutes le même sort à la fin, je voudrais que leur courte vie se passe le mieux possible. Donc ça, c'est ce qu'elle dit. Anna a pourtant conscience que les cochons souffrent de leur enfermement. Bien qu'il lui soit impossible d'établir un lien avec chaque bête, elle a découvert des animaux sociaux capables d'interagir entre eux avec les humains, mais aussi dotés de personnalités propres. La semaine dernière, Anna a choisi de sortir de l'élevage un mâle souffleur, utilisé pour la détection des chaleurs, destiné à l'abattage. Ce cochon, baptisé Loulou, elle le connaît depuis 2 ans. Il était en quarantaine lorsque j'ai été embauchée, dit-elle, et devait être âgé de 5 ou 6 mois. Le fait que le Vera reste plusieurs années avec nous facilite la création d'un lien. L'élevage ne permet pas de connaître véritablement les animaux. J'aimerais dire que Loulou est spécial, mais ce serait faux. Il a simplement bénéficié de plus de temps et d'attention pour démontrer son intelligence et sa sensibilité. Il répond lorsque je l'appelle, il s'assied, il réclame des caresses. Mes patrons ont vu la relation que j'avais établie avec lui, c'est pourquoi ils m'ont proposé de le sauver. Anna est aussi devenue végétarienne. Professionnellement, elle dit se trouver aujourd'hui face à un dilemme. J'aime le contact avec les animaux, dit-elle, mais je me dis que mon remplaçant ne leur portera pas sans doute la même attention que moi. Cessera-t-il comme moi de castrer les porcelets, de limer les dents? Permettra-t-il aux truies en cage de maternité de sortir se dégourdir les pattes? Aujourd'hui, Anna a décidé d'en finir avec l'élevage et d'ouvrir une boutique. Elle monte actuellement un dossier de viabilité pour le financement de son projet. Quant à Loulou, il a rejoint le refuge Groin-Groin et il a foulé l'herbe pour la première fois à la veille de la date à laquelle il devait être abattu. Voilà, et donc du coup, je vais lancer la vidéo. C'est bon, c'est bon. Et voilà. Ben, je vous remercie et j'espère que je n'ai pas trop parlé. Alors oui, en fait, on a une page sur notre site internet. Alors le site internet, en ce moment, il est en cours de... Il va être super dans peu de temps, mais pour l'instant, il n'est pas... C'est génial. Donc on a une page qui s'appelle les Happy Day sur le site, où il y a les dates de Happy Day, justement, pour que les gens viennent visiter. Et en fait, on publie sur Facebook aussi les dates de temps en temps. Et puis quand on vient justement, genre Veggie Pride, Veggie World ou Vegan Place, sur le stand de l'association, quand les gens viennent sur le stand, on en parle et on leur donne les dates. Donc c'est des visites gratuites, il faut juste s'inscrire à l'avance pour qu'on sache nous combien vous êtes, voilà, pour prévoir la visite. Une question par ici. C'est surtout pas la question, c'est la proposition. Est-ce que vos animaux sont tous sociables? C'est possible de les caresser, comme je vois, oui? Oui, alors ils ne le sont pas tous, il y a quelques animaux qui ont subi des trucs pas sympas et qui restent très timides et on ne peut pas les toucher, mais la plupart sont sociables. Une proposition de les amener dans les trucs vegan ou les installer à côté de marché
Alors en fait, non, nous, enfin, ils sont au refuge pour en profiter eux, pour leur vie à eux, et on veut pas les emmener dans des endroits stressants. Donc on peut accueillir du public parce qu'on le fait sous surveillance, mais nous, on peut pas envisager nous de se servir des animaux et de les emmener dans des endroits où il y a du monde et dans un environnement qu'ils connaissent pas. Ils stresseraient trop en fait. Mais il me semble si les gens vont les caresser, ils vont arrêter de acheter ces enfants, c'est mieux pour les restes des animaux qui vont être tués. Mais c'est pour ça qu'on propose aux gens de venir au refuge. Donc les gens peuvent vraiment venir au refuge, mais vraiment nous, on peut pas du tout envisager le fait de les emmener en dehors du refuge pour aller au contact des gens à l'extérieur, quoi. C'est vraiment important. On peut pas dénoncer, enfin c'est notre vision, après elle est partagée, pas partagée, mais de notre point de vue on peut pas dénoncer l'utilisation des animaux et puis les utiliser à notre façon pour notre propre cause, quoi. Mais par contre on invite tout le monde à venir au refuge, hein, sans problème. Alors ça, c'est plus compliqué, en fait. Souvent, les gens qui viennent au refuge sont accompagnés viennent en famille, parce que c'est souvent des citadins, vu qu'on touche, quand on va au Vegan Place, etc., c'est dans des villes, donc on va souvent toucher des citadins, et quand ils viennent, parce qu'ils conduisent pas ou parce que c'est plus facile, ils viennent avec leurs parents, leurs cousins, voilà. Donc sur une visite, vous avez la moitié de gens qui sont déjà comme vous et moi ici, plus ou moins avancés dans leur questionnement, et puis vous avez des gens qui le sont pas du tout. Et puis en local aussi, jusque-là, on n'avait pas vraiment fait de entre guillemets publicité pour le refuge en local. On est vraiment dans une région d'élevage, nous, voilà. Mais les gens savent que le refuge existe et quand ils voient qu'il y a des portes ouvertes, ils peuvent aussi venir. Voilà, je dirais ça fait 50-50 quoi sur les visites. Alors on a fait un petit peu, on a reçu des écoles et on a reçu des classes vertes aussi qu'on peut bien encadrer. C'est compliqué pour des histoires d'assurance et en fait on manque de temps pour pouvoir le pérenniser. C'est-à-dire que quand on connaît un instituteur qui nous dit qu'il veut venir avec sa classe, il y a zéro problème parce que c'est un one shot et on peut l'assurer. Par contre, une école ou des classes vertes qui nous diraient moi je suis là tous les week-ends, en fait nous on n'a pas assez de gens de chez nous pour pouvoir organiser les visites. En fait, c'est par nous que ça pêche en fait. D'où le financement, d'où la multinationale du cochon, tout ça, quoi. Enfin. Alors nous, on est un groupe de bénévoles, on sensibilise sur Paris, Ouais. et on voudrait peut-être venir dans un refuge pour être plus proche des animaux non humains, et puis aussi faire quelque chose ensemble. Ok. On peut être combien? On peut rester combien de temps? Alors, plusieurs choses. On avait jusqu'ici un endroit pour loger les bénévoles. On l'a plus parce que la maison est louée à l'année, donc ça c'est chouette parce que ça rentre des sous dans l'association. Mais du coup, ça fait qu'on n'a plus de l'endroit pour voilà. Il y a des campings à proximité qui sont vraiment pas chers, donc vous pouvez, si vous êtes plusieurs, il y a il y a aussi des Airbnb pas chers du tout dans le coin. C'est la Sarthe, c'est vraiment très très peu cher. Donc il faut que les gens soient autonomes, il faut qu'ils aient un véhicule parce qu'il n'y a pas de transport en commun. En fait, c'est ça qui est compliqué de venir en bénévolat au refuge, c'est que par la configuration et le lieu, il faut être assez autonome. Voilà. Après, on demande aux gens qui viennent de Paris de venir 5-6 jours au minimum, parce que nous, ça nous demande pareil. Il faut vous encadrer, il faut vous montrer comment ça marche, etc. Donc pour que ce soit... alors c'est pas un très joli mot ici, mais rentable, vous voyez ce que je veux dire, que ça vaille le coup pour nous et pour vous. Il faut venir plusieurs jours et surtout des gens qui n'ont pas l'habitude d'être au contact et de travailler pour des animaux de ces tailles-là, c'est super physique. Donc il nous faut des sportifs et des gens motivés, quoi, parce que c'est vraiment physique. Mais avec plaisir, hein, on en pourra en reparler après sans problème. Ouais. Non, mais Super. tu as été très clair, simplement. J'ai bien saoulé tout le monde en fait, donc allez. Et bonne soirée à tous. Bravo.